Donc le recrutement impactant, ça va être proposer des opportunités de carrière à des personnes traditionnellement éloignées du marché de l'emploi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Responsable, l'émission qui traite de la responsabilité des entreprises sur des enjeux RH et RSE. Aujourd'hui, on accueille Anaïs Chino, directrice de la stratégie ESG du groupe Webhelp. Le sujet du jour, le recrutement impactant au cœur de l'ADN des entreprises. Bonjour Anaïs. Bonjour Simon. Alors, on va parler justement du recrutement impactant. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Alors le recrutement impactant, c'est une nouvelle forme de repenser là où on va aller chercher ces candidats et quel type de candidats on va aller chercher. Donc c'est quelque chose de très proactif. Et on va aller chercher des candidats qui sont traditionnellement éloignés du marché de l'emploi pour de mauvaises raisons, à cause de biais inconscients, à cause de stéréotypes. Donc ça peut être des personnes qui sont réfugiées, des parents solos, des personnes qui n'ont pas travaillé depuis des années, soit parce qu'elles sont en chômage de longue durée, soit parce qu'elles se sont occupées de leurs enfants. Donc voilà, des catégories de personnes à qui on ne pense pas forcément quand on va poster une offre d'emploi. Vous mettez ça en place du coup au sein du groupe Webhelp pour présenter Webhelp. Est-ce que tu peux présenter Webhelp très rapidement et nous dire en fait cette stratégie elle a un ampleur énorme puisqu'elle concerne tout le groupe justement. Tout à fait. Donc chez Webhelp, on est des leaders mondiaux de l'externalisation de la relation client. On est dans plus de 60 pays, plus de 230 sites à travers le monde. Et donc on traite de sujets comme vous voulez changer votre forfait mobile et donc les opérateurs mobiles vont sous-traiter chez nous par exemple, mais on traite aussi de sujets sur l'expérience client comme les plateformes de paiement, comme la création d'applis mobiles, comme la modération de contenu. Donc c'est des sujets à la fois technologiques mais au cœur desquels il y a énormément d'humains. Et donc, comme je vous dis, on a plus de 120 000 collaborateurs à travers le monde. Donc ça génère un certain nombre de recrutements, de milliers de recrutements chaque année. D'où l'intérêt de se pencher sur le sujet du recrutement impactant, parce que sur nos postes, on a la possibilité de faire ce type de recrutement. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait une grande école ou de longues études pour commencer chez Webhelp sur un poste de conseiller client, par exemple, ou sur un poste de stagiaire dans n'importe quelle fonction support. D'accord, donc c'est un sujet que tu as pris à bras le corps depuis 3 ans, depuis que tu as pris la direction de la stratégie ESG du groupe Webhelp. Quels sont les profils les plus représentés? Alors, je vais revenir sur effectivement cette dimension globale du programme, Oui. parce que c'est un des objectifs stratégiques de notre politique ESG. Donc, on a 6 objectifs répartis sur les sujets E, S et G, et sur le sujet S, donc social. Le recrutement impactant. Et le premier objectif, notre ambition, c'est de recruter 15% de tous nos nouveaux collaborateurs chaque année en mode recrutement impactant d'ici 2025. L'année dernière, on a fait 11%, l'année d'avant 10%. Donc je sais que c'est un modèle qui marche. Et là, notre ambition, c'est qu'il soit déployé dans chacun des pays où nous sommes. D'accord. Comment un recrutement rentre dans la catégorie impactant? Très bonne question parce qu'il n'y a pas une définition officielle, normée par l'ONU, par exemple, du sujet. La seule définition qui existe, qui est partagée, c'est celle de ce qu'on appelle la GISC, donc Global Impact Sourcing Coalition, qui était un groupement d'entreprises dont on faisait partie en 2016. Les GAFAM en faisaient partie, certains de nos clients en faisaient partie. Ça a vraiment émané de l'Afrique du Sud. Et cette définition, c'est celle que je vous donnais au début, c'est recruter intentionnellement et proposer des opportunités de carrière à des personnes traditionnellement éloignées du marché de l'emploi. D'accord. Mais entre le marché de l'emploi aux États-Unis, au Nicaragua, en Suède ou en Turquie, les problématiques sociétales ne sont pas les mêmes. Donc le meilleur indicateur, c'est de regarder les taux de chômage par population. Donc par exemple, en Afrique du Sud, en 2021, plus de 50% des jeunes étaient au chômage. C'est un problème sociétal énorme pour l'Afrique du Sud. Aux États-Unis, par exemple, on va plutôt entendre parler de recrutement impactant pour des vétérans, parce que les structures n'existent pas forcément pour ces personnes après l'armée. Alors qu'en France, c'est pas tellement un sujet dont on parle. Ouais. Mais par exemple, en France, bientôt, je pense qu'on va entendre parler du recrutement des seniors. Au-dessus de 60 ans, c'est déjà un sujet. Le taux de chômage des seniors en France au-dessus de 60 ans est déjà un sujet. Donc,
Voilà, c'est ciblé par bassin d'emploi. Donc faire ce travail, c'est ce qu'on demande à tous nos pays, faire ce travail et entrer en contact avec des associations qui sont les plus à même de connaître ces populations. En France, ça va être les réfugiés, ça va être les parents solos, ça peut être quel type de personnes en situation de handicap. Alors c'est un très bon point que tu parles de la France d'ailleurs, parce que je voudrais souligner que souvent on parle de recrutement impactant et on se dit ah, c'est que pour les pays du Sud. Mais en fait, Bien on peut sûr. faire du recrutement impactant partout. Et il y a des catégories universelles. Par exemple, les personnes en situation de handicap. Oui. Par exemple, les parents solos, comme tu disais. En France, c'est une des catégories. Les jeunes sans diplôme aussi, puisque forcément, ils vont avoir un taux de chômage plus élevé parce que beaucoup moins d'opportunités quand vous n'avez pas la carte baccalauréat, voire études supérieures. Donc typiquement, c'est une autre catégorie. Et les réfugiés aussi. On en parlera peut-être par la suite, justement, l'intégration de ces personnes issues du recrutement impactant. Mais je pense que c'est intéressant de revenir sur les enjeux d'un recrutement impactant. En fait, pourquoi ces personnes sont éloignées aujourd'hui du marché du travail? Souvent, c'est lié à des biais cognitifs, peut-être. C'est lié à la pensée commune qui peut être, et à des idées préconçues. Tout à fait. Je pense qu'il y a à la fois le sujet des biais et à la fois le recrutement impactant, ou parfois on dit inclusif aussi, permet de repenser sa manière d'intégrer des collaborateurs dans l'entreprise. Donc le premier sujet, ça va être le sujet des biais. Quand vous voyez par exemple sur un CV qu'une personne a un trou de 10 ans et que dans sa carrière et qu'elle va rechercher un travail, potentiellement, un premier biais, ça va être cette personne, elle n'est plus du tout au goût du jour en termes de technologie, par exemple, ou elle s'est occupée de ses enfants, par exemple, alors en fait, sa carrière et l'entreprise ne l'intéressent pas. Ou alors, un autre qui peut être intéressant, c'est sur les parents solos, dire que ça va être des personnes qui vont être débordées au travail, qui ne vont pas savoir gérer, alors que les parents solos, c'est probablement les personnes qui sont les plus organisées au monde, parce que sur elles repose l'organisation pour leur enfant. Mais voilà, les biais inconscients, les stéréotypes, ça vient de notre éducation, notre entourage, la société, les médias. Et l'important, c'est d'en être conscient. C'est pour ça qu'on a déployé, en parallèle du programme recrutement impactant, j'ai voulu qu'on fasse une formation sur les biais inconscients, donc qui est déployée dans tout le groupe. Et qui traite de ces sujets-là. Et encore une fois, les exemples sont légion. On peut parler, par exemple, des biais vis-à-vis de certaines communautés ethniques. Voilà, il faut pas se le cacher, il faut en parler en entreprise. C'est pas que un sujet RH, ça touche tout le monde. Et c'est important de traiter les biais avant de commencer un programme de recrutement impactant. Si je prends encore une fois l'exemple des personnes en situation de handicap, on va se dire c'est des personnes qui sont pas forcément aussi rapides que les autres. Mais le handicap, il y a des milliers de handicaps, il faut commencer par là en fait. Et pourquoi cette assumption? Peut-être parce que vous avez eu un contact avec une personne en situation de handicap et vous êtes en train de généraliser. Et donc de facto, c'est un biais de généralisation ou d'amalgame. On va avoir peut-être une mauvaise expérience avec une catégorie de personnes et on va généraliser. Ou même parfois, on n'a même pas cette expérience, mais on a cette pensée commune qui vient envahir notre souhait de recruter telle ou telle personne. C'est des enjeux énormes aujourd'hui. Chez WebHelp, vous avez donc 11% des recrutements qui sont des recrutements impactants. Ça constitue quand même 8000 personnes à l'échelle mondiale, donc c'est énorme. C'est au cœur de votre stratégie ESG. Comment est-ce que vous mettez ça en place? Tu as commencé à parler de la communication. Et ensuite, est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place en interne, des initiatives qui sont menées? Tout à fait. Alors effectivement, c'est un programme top-down et je pense que c'est important de vraiment l'inscrire dans la stratégie business. Et d'ailleurs, comment on arrive à l'inscrire dans la stratégie business et que ce ne soit pas perçu comme un nice to have, c'est vraiment qu'aujourd'hui, ça répond à des enjeux critiques, des enjeux de recrutement, de fidélisation des collaborateurs, des enjeux ESG bien sûr, et d'image et d'attractivité de l'entreprise, et qu'on a mesuré qu'il y a un réel retour sur investissement à faire ce type de recrutement. On en parlera sûrement plus tard, mais la fidélisation, la loyauté des collaborateurs via ces canaux est démontrée, on le mesure. Donc déjà, arriver avec ce cas d'étude-là permet d'installer cette stratégie globale. Et après, on demande à chacune de nos régions
de déployer un programme qui est adapté à leurs problématiques sociétales locales. Mais chaque région doit aussi faire ses 11% de recrutement impactant. Et mon enjeu cette année-là, en 2023, c'est que dans chaque pays où on a un site de production, chaque pays a développé un partenariat avec une association, avec une ONG, pour démarrer du recrutement impactant. Donc justement, on parle de recrutement. Il y a différentes étapes dans le recrutement. Au début, il va y avoir le sourcing. Trouver des personnes éloignées du milieu du travail, c'est forcément plus compliqué que des personnes qui sont déjà en poste. Après, il y a le recrutement en lui-même. Et après, il y a l'onboarding et la formation. Tu parlais aussi de personnes qui n'avaient pas de diplôme, par exemple. Ces personnes-là, il faut peut-être les former. À chacune des étapes, qu'est-ce que vous mettez en place pour réussir à intégrer ces personnes de la meilleure façon possible? Alors, on va commencer avec le sourcing, comme tu disais. Donc là, la meilleure manière, je trouve, c'est quand même de travailler avec des organisations qui vont être au plus proches de ces personnes, parce qu'elles vont les connaître. En ce moment, on travaille avec des associations qui soutiennent les réfugiés en France. Donc ces personnes-là vont connaître leur histoire, connaître leur parcours professionnel, parce que là aussi, il y a un biais qui est que souvent, on peut penser que les réfugiés n'ont aucune expérience professionnelle, ne savent pas lire, etc. Or, les statistiques montrent quand même que dans des pays comme la France, énormément de réfugiés ont en fait un énorme bagage culturel et socio-économique dans leur pays et ont travaillé. Elles ont quitté leur pays pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques. Par exemple, en ce moment, je vois énormément de pharmaciens du Soudan, qui ont des grands niveaux de diplôme. Mais voilà, il y a par exemple ce premier biais. Les associations vont les connaître, vont connaître leur parcours, leurs capacités, les expériences passées. Et ensuite, à chaque fois qu'on va avoir des offres d'emploi qu'on va leur communiquer à ces associations, elles vont penser « Ah, mais cette personne, je sais qu'elle a fait du social media dans son domaine, dans son pays. Elle est parfaite pour ce poste de social media manager, par exemple, dans telle entreprise. » Donc c'est un peu du travail de dentelle sur le sourcing. Après, on a des modèles comme en Afrique du Sud où on va, le terme n'est pas génial, mais industrialiser un peu plus la chose parce qu'on a aussi ce volume de candidats. Je vous dis, en Afrique du Sud, c'est les jeunes sans emploi. Oui. Et donc là, il y a des milliers de jeunes sans emploi. Et donc on a travaillé avec une association qui s'appelle Arambi pour développer un programme de ce qu'on appelle Workforce Readiness. Donc ça va être, pour le coup, c'est vraiment des jeunes qui n'ont jamais travaillé. Donc expliquer ce que c'est que des horaires, des shifts, parce que chez nous, on travaille beaucoup avec des shifts, par exemple de 8h à 17h, 17h à 22h. Donc même ce concept-là est important à intégrer. Dépasser ses peurs, etc., etc. Même le monde de l'entreprise, connaître le monde de l'entreprise. Donc ces programmes-là vont être gérés en amont, potentiellement par des associations comme Arambi, qui sont subventionnés par les États. Donc là, c'est une autre composante du paysage du recrutement impactant. Oui. C'est les États qui potentiellement ont des millions à dépenser dans les formations. Et le recrutement impactant est un parfait sujet de formation, comme je vous l'expliquais. Voilà. Donc ça, c'est la partie sourcing. Ah, ça c'est... Et après, effectivement, il y a la partie onboarding. Oui. Donc encore une fois, là, il faut, je pense, quand même avoir suffisamment travaillé sur les biais pour pas se retrouver avec des collaborateurs qui potentiellement vont faire des remarques sexistes, elle n'a pas travaillé depuis 10 ans, ou des remarques sous la forme de blagues, mais c'est jamais des blagues, mais c'est blessant et ça ne développe pas un environnement inclusif pour ces candidats. Parce que le sujet, c'est quand même la rétention des candidats. Dans les case studies, on voit très bien la loyauté des collaborateurs. Cependant, il faut quand même travailler à avoir un environnement inclusif. Donc, travailler sur les biens conscients de tous les collaborateurs déjà présents. Oui. Et après, je pense que c'est là où il faut aussi revoir sa manière dont on onboard les collaborateurs dans l'entreprise, mais ne sauter aucune étape de la formation, de passer du temps avec les collègues. Là, je le vois en ce moment. On est en train de faire un recrutement impactant et je me dis comment est-ce qu'on s'assure bien qu'on n'est pas en télétravail la majorité du temps. Parce qu'en fait, pour un collègue qui revient dans le marché du travail, c'est hyper important le lieu physique, ne serait-ce que le lieu de l'entreprise. Est-ce que recruter une personne éloignée du milieu du travail, c'est
plus compliqué, plus fastidieux, ça prend plus de temps? Je pense que ça demande de l'organisation, ça s'improvise pas. D'accord. Donc typiquement, nouer les liens avec les organisations, les NGO, c'est quelque chose qui prend du temps. Ouais. Ça demande de passer quelques heures avec ces NGO pour qu'elles comprennent aussi ce que vous faites. Parce que moi, quand je dis je travaille dans le milieu de l'externalisation de la relation client, tout le monde nous connaît sans nous connaître en fait. Une fois que vous dites ah bah, si vous appelez chez nous, on peut changer votre billet de train par exemple. Ah là, tout le monde comprend. Mais de prime abord, vous ne pouvez pas vous baser juste sur la NGO, regarde votre site web. Donc il faut vraiment passer du temps à expliquer ce que fait l'entreprise et aussi les postes, sélectionner les postes. Tous les postes dans une entreprise ne sont pas matière à recrutement impactant. D'accord. Mais une fois que vous avez identifié, par exemple, vous êtes une boîte internationale et vous avez des jobs qui sont en fait qui ne travaillent que en anglais, donc pas besoin du français. Ça, c'est génial pour faire du recrutement impactant avec des réfugiés, par exemple. Parce qu'eux vont plutôt maîtriser l'anglais que le français. Et une fois qu'ils vont être dans l'entreprise, alors là, ils vont pouvoir exercer le français avec tous les autres collègues. Et la courbe d'apprentissage est formidable sur ça. Mais il faut qu'ils aient un pied dans l'entreprise. Les personnes sans qualification professionnelle, quelle formation en interne, après au moment de l'onboarding et pendant l'intégration, on doit mettre en place? Alors, sans qualification professionnelle et sans expérience du marché de l'emploi, je recommanderais vraiment de développer ce Workforce Readiness Programme Oui. à l'externe ou à l'interne. On voit des organisations comme Génération en France, par exemple, qui vont former. Et alors là, c'est génial parce qu'on peut amener aussi notre vue en tant qu'entreprise, de dire bah, quand vous formez une personne ou quand vous voyez qu'on a énormément de besoins de recrutement sur tel poste, bah, vous pouvez amener du contenu à la NGO, à l'association qui va former. Je vous donne un autre exemple. En Espagne, on travaille avec une association qui s'appelle Migracode et qui va former des personnes réfugiées, des migrants, aux métiers digitaux et particulièrement des métiers qui nécessitent du code, voilà, Migracode. Et nous, on s'est aperçu qu'en Espagne, on avait des grands besoins de recrutement sur des jobs plutôt de support IT, helpdesk. D'accord. Donc ça ne nécessite pas de savoir coder en Python ou en Java, mais ça nécessite d'autres capacités IT. Et donc on leur a expliqué qu'on avait ce besoin-là et ils adaptent leur contenu par rapport à nos besoins de recrutement. Donc ça, ce lien aussi est très important de parler de quels sont les besoins de recrutement. Donc en amont, je recommanderais pour des personnes qui n'ont aucune expérience du marché du travail, vraiment de développer ça. Après, il y a des entreprises qui ont aussi des centres de formation en interne qui sont reconnus en tant que tels. Et donc là, on peut aussi développer ce type de formation en interne sans aucun doute. Le recrutement impactant, donc on a compris, c'est vraiment au cœur de l'ADN du groupe WebHelp. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'action sociale que vous mettez en place? Tout à fait. Alors, quand on a commencé il y a 3 ans à vraiment formaliser le recrutement impactant, en parlant avec nos différents pays, ils m'ont dit « Mais Anaï, en fait, on fait de l'impact à d'autres niveaux. Il n'y a pas que la partie recrutement. » Donc, on a développé une espèce de roue de l'impact. Et donc, pour nous, ça commence en amont du recrutement. Donc, c'est travailler avec des associations. On va potentiellement envoyer nos experts qui vont donner des cours, qui vont parler de l'industrie. Mais on peut être hyper créatif. Et donc, par exemple, en Espagne, ils prêtent leur salle de réunion le soir à des associations pour qu'elles puissent elles-mêmes faire leurs cours. Donc là, on parle d'un building en fait qu'on prête. C'est le partage des locaux. Partage de locaux, voilà. Qui est ultra nécessaire pour les associations pour se retrouver. Donc ça, c'est en amont du recrutement. Après, vous avez la partie recrutement. Et vraiment, quand je dis recrutement, c'est pas juste donner un job, mais c'est penser à la carrière. Et donc, souvent, on dit proposer des opportunités de carrière. Parce que dans des boîtes comme les nôtres, on a cette culture de la promotion interne qui est hyper forte. Et donc, il faut vraiment jouer de ça parce que les personnes en situation de recrutement impactant ou inclusif, elles vont saisir toutes les opportunités qu'il y a pour grandir dans l'entreprise. Donc, si vous leur dites que après conseiller client, vous pouvez devenir team leader et après team leader, vous pouvez devenir quality manager et qu'on a des formations en interne, ces personnes-là, ça va leur faire tilt et elles vont se saisir de l'opportunité. Donc, opportunité de carrière. Et après le recrutement, il y a aussi plein de choses qu'on peut voir comme
plutôt de la logistique ou de l'administratif, mais je pense que si on ne le faisait pas, ces candidats-là ne viendraient pas chez nous. Et alors des exemples, ça peut être, donc c'est ce que j'appelle impact employment, mais ça va être par exemple proposer des cars pour que les gens puissent venir travailler chez nous parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une voiture et potentiellement on n'est pas forcément prêt, même si on devrait de plus en plus, mais près d'être d'un moyen de transport public. Ou alors, je vois à Madagascar par exemple, on a des cars qui ramènent les gens chez eux après les shifts de nuit devant leur pas de porte. Et le garde vient avec eux. Une sorte de ramassage scolaire, mais ou de dépôt devant chez eux pour des raisons de sécurité. Un autre exemple, ça va être des personnes qui n'ont jamais travaillé dans l'économie formelle. Donc, elles viennent de l'économie informelle et n'avaient pas de compte en banque. Alors, si vous venez travailler chez nous, quel que soit le pays, on va virer votre salaire sur un compte en banque. Donc là, on va avoir des partenariats avec des banques qui vont venir sur site pour aider les personnes à créer leur premier compte en banque. Et un autre exemple que j'aime beaucoup en Grèce, donc pareil, on a beaucoup de réfugiés sur des comptes en Grèce qui sont partis chez eux, pas forcément avec leur certificat de naissance ou leur papier. Et donc du coup, l'État grec va demander une caution supplémentaire. Et donc là, on va se porter garant de nos collaborateurs. On va aussi les aider pour les traductions, parce que l'État grec demande des papiers en grec. Et eux parlent la langue de leur pays, qui nous va très bien pour le travail, pour servir les marchés de nos clients. Mais ont besoin de traduire des papiers en grec. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle, ce que j'appelle en tout cas, Impact Career Development. Donc ça va être de la formation, on en fait pour tout le monde chez Webhelp, mais aller un cran plus loin en fait. Et donc typiquement, en Lettonie, on a des collaborateurs russophones, et ils sont sur un compte global, mais on a besoin qui parlent russe. Et on a recruté un prof d'anglais. Et en fait, ce prof d'anglais va les aider à augmenter leur niveau d'anglais parce que les formations, quand même, sur ce compte global sont en anglais. Et du coup, c'est formidable parce que dans cette ville où ils sont, déjà, il n'y a pas de locaux pour les services. Donc, on a un peu galéré pour trouver des locaux. Ouais. On est allé à l'université. Et ensuite, il n'y a pas d'entreprise de service. Donc, on est la première boîte de service. Et en plus, on amène ce sujet d'augmenter les compétences en anglais. Donc voilà, c'est une autre forme d'impact. Et enfin, les deux dernières formes, c'est l'impact dans votre supply chain. Donc comment, par exemple, on a des pays qui ne peuvent pas recruter certains CV et en fait vont les transmettre à leurs prestataires. Et donc ça fait une sorte de chaîne vertueuse parce qu'au moins, on transmet l'information et potentiellement, chez nos suppliers, il va y avoir des positions ouvertes. Et le dernier, alors je suis toujours un peu précautionneuse, mais c'est ce que j'appelle l'impact locations, donc choisir des endroits où on va amener une compétence qui n'existe pas. Alors je fais toujours un peu attention parce qu'on peut me dire « Ah oui, mais Anaï, quand tu recrutes à Madagascar, c'est impactant, quel que soit le recrutement. » Alors oui, dans n'importe quel pays, n'importe quel recrutement est impactant pour la personne embauchée. En fait, finalement, oui, un recrutement est impactant. Voilà. La question, c'est comment on va plus loin. Et donc, dans l'impact location, c'est de se dire, on va amener des compétences dans un endroit où il n'y en a absolument pas. On va amener des compétences digitales, par exemple, puisqu'on travaille que sur du digital. Et comment on va faire grandir cette zone, ce bassin d'emploi. Donc, énormément d'exemples de recrutement impactant. On a parlé de la Grèce, on a parlé de Madagascar, on a parlé de la Lettonie. Et donc, dans tous ces pays, vous proposez des initiatives pour le recrutement impactant et toutes les actions qui vont avec pour intégrer des personnes dans des endroits où finalement elles ne sont pas forcément très bien intégrées dans le marché de l'emploi. Tout à fait. C'est ce que mes collègues appellent, quand ils ouvrent un pays ou qu'ils travaillent sur un pays, ils appellent le modèle social. Qu'est-ce qu'on va amener au-delà de juste des offres d'emploi. D'accord. Alors, vous mettez énormément d'initiatives en place chez Webhelp. Finalement, c'est quelque chose que vous faites depuis quelques années maintenant, donc vous êtes bien rodé. Pour d'autres entreprises qui ne sont pas vraiment encore lancées sur la thématique du recrutement impactant, il peut y avoir énormément de freins à le lancer. Est-ce que tu peux te présenter les freins principaux ? Alors, le recrutement impactant, normalement, ça devrait être une évidence parce que du coup, on va résoudre ou essayer de contribuer à résoudre un sujet de manque de talent, comme on dit, contribuer à réduire le chômage dans la société et en plus contribuer à pratiquer plus de SG, plus de diversité. Et pourtant,
c'est pas encore un modèle généralisé. Parce que justement, il y a ces freins. Ces freins, notamment de biais inconscients. Il faut voir aussi que pour les managers qui vont recruter, et particulièrement quand vous êtes en B2B et que vous servez pour d'autres clients, vous prenez potentiellement un risque. Vous vous dites, si je me foire, en fait, ça va être à cause du recrutement, je devrais plutôt recruter quelqu'un qui a un diplôme et qui a un tampon. Et puis, s'il y a un tampon et que ça se passe mal, en fait, ça sera la faute de l'établissement qui a... Voilà, ce ne sera pas la mienne. Donc, il y a ce sujet-là de prise de risque, ce sujet de biais aussi. Comme je vous disais, si on voit un trou de 10 ans dans un CV, on peut s'imaginer tout de suite quelque chose, au lieu d'aller simplement demander à la personne ce qu'elle a fait pendant 10 ans. Et il y a un sujet, on est des entreprises, donc il y a un sujet de retour sur investissement. Et est-ce que je vais perdre en qualité? Est-ce que je vais perdre quelque chose en absentéisme? Est-ce que je vais perdre quelque chose en attrition? Et donc ce qui est hyper important, c'est de commencer avec des pilotes sur une petite population pour pouvoir mesurer les choses. Et montrer que ça fonctionne. Et donc nous, on l'a fait par exemple en Afrique du Sud, où depuis 2016, les équipes ont fait des petits pilotes, ont pris le temps de mesurer la performance, l'attrition et l'engagement des collaborateurs pour montrer que par exemple l'attrition est bien plus faible, la loyauté est bien plus grande sur ces populations-là. Dans notre domaine, c'est le premier KPI, le sujet de l'attrition. Donc d'une certaine façon, ces personnes-là sont beaucoup plus concernées, motivées et elles tiennent beaucoup plus à leur poste, c'est ça? Elles tiennent beaucoup plus à leur poste et il y a beaucoup moins, on va dire, de postes ouverts dans d'autres entreprises pour l'instant. Oui. Donc elles ne vont pas forcément aller regarder ailleurs. Alors que dans d'autres boîtes, les collaborateurs pourraient être très courtisés ailleurs. Et en fait, c'est est-ce que la boîte d'à côté me donne 100 € de plus par mois? Et donc on change de boîte. Bon, donc on remarque une plus grande fidélité à l'entreprise, d'une certaine façon plus ésotérique. Tu leur tends la main et en fait elles prennent cette opportunité et puis après elles restent fidèles au groupe. Oui, c'est un état d'esprit aussi. C'est un état d'esprit, tout à fait. Et puis après, ce qui est formidable, c'est que ce que vous mettez en place derrière pour que ces personnes se développent dans l'entreprise et puissent monter en compétences, puissent changer de poste, évoluer, etc. Et puis avancer dans l'entreprise, proposer un parcours en fait, tout un parcours professionnel. Tout à fait. Et ça ne fonctionne que si vous avez vraiment une culture de la promotion interne. Oui. Un autre frein, ça peut être vous commencez comme ça, mais en fait, si vous ne faites pas de la promotion interne, il n'y aura pas ce sujet d'opportunité de carrière. Et ce qui est un aspect motivant de ce type de recrutement pour ces candidats et ces candidates, c'est quand même le parcours interne. Oui, tout à fait. Je reviens sur un point qui est pour moi ultra important, c'est la sensibilisation en interne. Finalement, avant d'accueillir des personnes issues du recrutement impactant, c'est communiquer en interne, sensibiliser et faire en sorte que ça fasse partie de l'ADN de l'entreprise pour que ça soit un terreau fertile pour ensuite accueillir ces personnes-là. Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques initiatives qui sont mises en place? Comment communiquer en fait? Concrètement, comment est-ce que tu communiques sur ces sujets-là qui peuvent être un peu touchy? Alors, je pense que la meilleure façon, en fait, c'est d'anticiper. C'est pas au moment où vous faites le recrutement impactant qu'il faut se dire qu'il faut lancer une initiative de sensibilisation. Ça doit faire partie de la culture. Et là, on rejoint plus généralement le sujet S et diversité, équité, inclusion. C'est des sujets de long cours. Donc, si on prend par exemple le sujet des personnes en situation de handicap, pareil, là, énormément de biais ou des collaborateurs qui ne vont pas savoir comment s'exprimer ou les mots à utiliser. Et donc, bien en amont des recrutements impactants, c'est au quotidien profiter notamment des journées internationales. Ça fait toujours un peu tarte à la crème. Mais moi, j'adore les journées internationales parce que ça nous donne une bonne excuse d'en parler, même si on n'a pas encore de collaborateurs en situation de handicap. Mais se projeter dans ces situations. Qu'est-ce qu'on fait pendant une journée internationale? Qu'est-ce qu'on fait pendant une journée internationale? Alors, on peut par exemple, faire journée internationale du handicap. Voilà, alors début décembre, vous avez la journée mondiale du handicap. Alors, nous, c'est notre semaine, ce qu'on appelle du More Movement, parce que le SG chez Webhelp, ça s'appelle le More Movement. Donc, comment on en fait plus pour les people, pour la planète, pour l'environnement, pour la philanthropie. Et ça tombe, la journée internationale des personnes en situation de handicap tombe toujours sur cette semaine-là. Donc on l'utilise.
Donc on va faire des webinars, on va partager des guides qui ont lien avec ce qu'on appelle l'étiquette. Mais comment, par exemple, une personne qui est malvoyante, Oui. on la prend pas par l'épaule pour marcher avec elle, pour la pousser, parce que justement ça c'est déstabilisant. On lui demande si elle a besoin d'aide. Et ça c'est des réflexes. Quand on n'a jamais été confronté au sujet, on ne peut pas l'inventer. Donc des mises en situation aussi, des ateliers sur place. Je me souviens toujours d'un atelier qu'on avait fait quand je suis arrivée chez Webhelp, où on a appris les rudiments de la langue des signes. Et un jour, je me suis retrouvée dans un magasin de vente de livres et en fait, le conseiller client qui était là, sur place, était muet. Et donc, je lui pose ma question. Oui. Il lisait sur mes lèvres et il m'a répondu, le rayon enfant est par là-bas. Et grâce à ce petit atelier, je savais comment lui dire merci en langue des signes. Et donc ça peut vous arriver demain en entreprise. Donc voilà, donc vraiment profiter de ces journées-là. Il y a aussi énormément de collaborateurs qui peuvent vivre ces situations-là chez eux. Qui vont être impliqués du coup pendant cette journée, qui vont proposer leur aide en parler. Exactement. Je dérive un petit peu, mais sur le sujet du mois des fiertés, potentiellement vous avez des gens dont les enfants ont fait leur coming out ou les parents ont fait leur coming out. Et donc à partir du moment où vous en parlez en entreprise, ces personnes-là potentiellement vont vouloir apporter leur pierre à l'édifice parce qu'elles l'ont vécu. Ouais. Et donc ça c'est très utile. Même pour aller plus loin, les personnes dans l'entreprise peuvent se reconnaître là-dedans, être plus confiantes d'en parler, de faire leur coming out si elles ont besoin de le faire et du coup créer un climat beaucoup plus bienveillant dans l'entreprise. Tout à fait. Et on n'en parle pas forcément de prime abord, mais par exemple, des jeunes qui ont fait leur coming out et qui ont été chassés de chez eux et qui se retrouvent à 18 ans confrontés à la rue et au monde du travail, parce qu'il faut qu'ils travaillent et qu'ils volent de leurs propres ailes. Typiquement, c'est des populations que des associations vont connaître et potentiellement vont penser à nous. Et nous, on va penser à eux pour amener les offres d'emploi un peu plus proactivement. Bon, il y a énormément de sujets en fait à aborder là-dessus et c'est des sujets qui sont passionnants. Si on doit résumer les quelques conseils que tu peux donner à une entreprise qui veut se lancer justement sur des recrutements impactants. Alors, créer ce climat de bienveillance, d'ouverture à la diversité et à l'inclusion de fond. Même si vous ne lancez pas demain du recrutement impactant, commencez dès aujourd'hui ces initiatives pour qu'elles deviennent aussi naturelles. Ensuite, contacter les associations, parce que ça va prendre du temps pour qu'elles vous connaissent et que vous aussi vous les connaissiez. Onboarder les managers et les équipes RH, puisque ça va être les premières qui vont être en ligne de front avec les candidats et les candidates. Donc voilà, elles n'ont pas forcément l'expérience que les équipes ESG ou RSE peuvent avoir. Donc c'est important, c'est énormément de communication. Le ESG, il ne faut pas se le cacher. Mettre en place les suivis pour les KPIs après, pour montrer que ce système fonctionne, parce qu'on vous le demandera toujours. Donnez-moi une mesure objective que le recrutement impactant fonctionne. Donc vraiment adapter ces systèmes dès le début. Par exemple, dans les suivis de candidature, ce qu'on peut appeler les ATS. Nous, on a adapté nos ATS pour suivre les candidats en fonction de l'association. Comme un référol, comme quelqu'un qui vous a conseillé, ou c'est un collaborateur interne qui vous a conseillé, là on dit c'est telle association qui a joué le rôle de référol. Et suivre les candidats ou les gens qui ont été embauchés. Ça demande c'est important d'avoir leur ressenti, de voir ce qui a marché, pas marché. Pour que le recrutement devienne une vraie carrière dans l'entreprise. D'accord. On parlait de culture du feedback dans d'autres épisodes, donc c'est important de comprendre l'expérience de ce type de personnes dans l'entreprise et savoir qu'elles sont bien intégrées finalement. Et aussi améliorer du coup le processus d'onboarding. Est-ce que tu as un livre ou une ressource à nous conseiller pour apprendre plus et se former sur le sujet? Oui, alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une série sur Netflix qui s'appelle Made et qui parle d'une maman solo qui quitte une relation abusive avec le père de sa fille. Et je trouve que c'est
c'est basé sur un livre, une histoire vraie, et ça décrit très bien ce que c'est la vie, je pense, d'un parent solo, en l'occurrence d'une maman. Comment jongler entre la fille, le travail, pourquoi le travail est très important dans ces situations-là. Et c'est toujours très dur en recrutement impactant de se mettre dans la peau de quelqu'un, par exemple, qui est réfugié, qui est parent solo, qui est en situation de handicap. On peut s'imaginer, et ce type de témoignage ou ce type de film permet de faire un premier pas vers ça. D'accord, très bien. Et alors, qui est la prochaine personne que tu aimerais voir ici sur le plateau de Culture Responsable? Alors j'adorerais voir Thierry Marx, notre grand chef français, qui lui aussi pratique énormément le recrutement impactant, qui a ouvert une école et qui, en plus de tout ça, réfléchit vraiment aux enjeux environnementaux dans son industrie. Donc vraiment, c'est la cuisine française fois l'ESG. Et donc si vous l'invitez, je viens au tournage le voir. D'accord, avec plaisir. On te dira du coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Simon. Et merci aussi à vous d'être resté jusqu'à la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. C'était un épisode riche en conseils. Dites-nous ce que vous en avez pensé pour qu'on puisse s'améliorer aussi. Culture du feedback oblige. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Culture Responsable.